Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Myriam Cardinal, qui est agente de planification, de programmation et de recherche au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. On va parler de dépendance dans quelques instants. On a plus tard à l'émission nos blocs Espresso et Espresso allongé où le sujet sera le rire. On a en début de deuxième demi un invité qui a déjà participé à l'émission qui s'appelle André Turmel, qui va nous parler de son vécu en santé et en santé mentale, en santé physique également. Donc tout ça dans le menu de Folie douce pour la prochaine heure. On commence d'abord en chanson avec No Stress de Blacko. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis 25 ans. Je m'entretiens maintenant avec mon invité, qui est Mme Myriam Cardinal. Bonjour, Mme Cardinal, bienvenue à Folie douce. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour, vous êtes agente de planification, de programmation et de recherche au Centre de réadaptation dépendance de Montréal. On aimerait connaître plus de ce que c'est le Centre de réadaptation dépendance de Montréal. Comment vous pouvez nous expliquer ce que fait votre organisme? En fait, le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal travaille auprès des gens qui ont un problème de dépendance, c'est-à-dire soit une dépendance aux substances qu'on appelle, c'est-à-dire soit l'alcool ou les drogues, et les dépendances sans substance qui sont en fait le jeu pathologique et la cyberdépendance. C'est un nouvel organisme ou ça fait longtemps que ça existe? Non, ça fait très longtemps que ça existe. En fait, c'est la fusion de 3 centres existants à Montréal en 97, soit Alternative, Préfontaine et Don-Rémy, qui travaillaient auprès de clientèle dépendante. Donc, ça a été fusionné en 97 par le ministère de la Santé et des Services sociaux et on est ouvert là, depuis 1997. Et Don-Rémy était très connu. Je me souviens, à l'époque, c'était une ressource qu'on entendait souvent parler au niveau des dépendances. C'était peut-être la plus connue de celles qui se sont fusionnées. Oui. En fait, c'est celle qui était la plus connue, mais les autres, en fait, travaillaient avec une clientèle jeunesse, puis avec une clientèle un peu plus itinérante. Donc, Rémy travaillait plus avec une clientèle adulte. Et là, ça a été fusionné. Oui. Et comment ça fonctionne, en gros, là? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de dépendances, comme vous disiez. Il y a le jeu, il y a des stupéfiants, choses comme ça. Mais comment ça fonctionne? En général, les gens vous appellent? C'est un service téléphonique? C'est de l'aide en personne? Ou comment on peut l'expliquer? Quelle sorte d'approche que vous avez? Oui, en fait, on a plusieurs programmes et services, je dirais. Mais en fait, la personne qui a un problème puis qui veut demander de l'aide, c'est des services aussi gratuits et confidentiels, c'est important de le dire. Peut nous appeler directement, puis à la réception, on va la référer là, au bon programme et service, dépendamment de la dépendance et des besoins de la personne. Donc, on a en fait des suivis en externe, on a des désintoxications, on a un service d'urgence également. Donc, il y a plusieurs programmes et services. Donc, votre mandat, finalement, au niveau du gouvernement, c'est de s'assurer justement qu'il y ait de l'aide, parce que est-ce qu'il y en a plus de dépendances aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les quantifier en termes de statistiques par rapport à autrefois ou c'est à peu près la même chose? C'est toujours à peu près le même pourcentage de la population. En tout cas, au niveau de l'alcool, parce qu'au niveau des drogues, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir des chiffres parce que c'est illégal. Mais au niveau de l'alcool, c'est toujours 4 à 5 % de la population qui présente un problème de dépendance. Au niveau du jeu pathologique, c'est environ 1 %. Ça veut dire qu'il y a quand même 4 à 5 % de gens de la population qui présentent un problème, pas juste qui consomment de l'alcool, mais qui ont un problème. Qui ont un problème, oui. Parce qu'en fait, au niveau de la consommation, ce serait à peu près 82 % des gens dans la population, là, en général, consommeraient de l'alcool. Oui. Et en termes de... Il y a toujours 4 à 5 % là. Et ça, c'est assez stable au niveau des années. Là. Qu'on regarde les stats de 1970 ou celles de 2016, c'est toujours à peu près le même pourcentage de la population. Et malgré il y a eu beaucoup quand même de démystification, d'informations sur l'alcool, surtout l'alcool au volant, puis de consommer raisonnablement, mais vous semblez dire que les taux sont quand même similaires là, avec ce qu'on avait avant. Oui, c'est toujours assez similaire. Mais il y a des gens, par contre, qui ont un problème de dépendance, mais en même temps qui ne demandent pas nécessairement de l'aide non plus. Oui.
Et quand on parle au niveau du jeu, par exemple, du jeu pathologique, on nous dit souvent que c'est un problème peut-être qui paraît moins parce que l'alcool ou quelqu'un qui est intoxiqué, on va le voir là, physiquement, mais le jeu, c'est une autre chose. Alors l'approche doit être différente, puis des gens sont quand même exposés au jeu, là. Tout à fait. Mais en fait, c'est ça, comme je vous disais, il y a un petit peu moins de pourcentage de la population là, qui présente un problème de dépendance au jeu. Selon les études, là, c'est un petit peu en bas de 1%. Mais en fait, c'est une problématique qu'on prend au sérieux, puis on répond très rapidement aux gens qui demandent de l'aide au niveau du jeu. Parce que souvent, quand ils sont rendus à demander de l'aide, ils sont vraiment au bout, là. Donc, des fois avec des idées suicidaires qui sont présentes. Donc, vous devez gérer tout ça. En fait, il peut y avoir des gens vraiment rendus au bout du rouleau ou des gens qui s'informent seulement peut-être pour voir si, pour avoir des ressources. Il y a toutes sortes de demandes là, qui se font plus ou moins graves, hein, je dirais, c'est ça? Mm-hmm. Oui, tout à fait. En fait, on va recevoir tous les types de demandes. Puis, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on va offrir aussi du soutien à l'entourage. Donc, les gens qui ont un proche qui a un problème de consommation ou de jeu ou de cyberdépendance peuvent directement demander de l'aide au centre et avoir du soutien et quelques pistes là, pour aider la personne qui a un problème. Oui. Madame Cardinal, est-ce que le service est disponible un peu partout au Québec ou ça se situe seulement dans la région de Montréal? Mais en fait, nous, on dessert la région de Montréal exclusivement. Par contre, il y a des centres de réadaptation en dépendance dans toutes les régions du Québec. Donc, celui-là, c'est vraiment pour la région de Montréal, les gens qui ont besoin de services, à ce moment-là, ils vont. Mais sinon, ailleurs, c'est possible d'avoir de l'aide, là. Oui, et c'est à peu près sous les mêmes formules. Et c'est souvent, là, les appellations, c'est centres de réadaptation des Laurentides, exemple, de la Côte-Nord. Donc, dépendamment des régions, mais c'est couvert en entier au niveau du Québec. Mais pour la population de Montréal, de nous appeler, nous, le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. On peut donner le numéro de téléphone, on va le redonner à la fin de l'entretien, mais est-ce que vous avez aussi un site web? On pourrait déjà donner l'information, je pense. Oui, bien en fait, là, présentement, il y a un site web. Si on fait le CRD de Montréal, CRDM-IU, vous allez avoir l'information. En cherchant ça, oui. Maintenant, on est associé au CIUS Centre-Sud. Oui. Maintenant, le réseau de la santé, là, on a été fusionné en CIUS. Donc, nous, on fait partie du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et là-dedans, il y a l'installation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment de chercher, parce qu'on va arriver sur votre page à ce moment-là, de chercher l'abréviation, le CRDM. M-IU. Le IU, c'est pour Institut universitaire. Est-ce qu'il y a un téléphone pour vous dire que les gens peuvent vous appeler pour de l'aide? Oui, 514-385-1232. Oui. On va le répéter à la fin, de toute façon, les gens qui voudraient prendre ça en note, là, on pourra le rappeler, c'est important de le faire. Je vais revenir un petit peu sur les gens qui veulent s'en sortir. Vous parlez que, bon, vous offrez différentes aides, là, vous offrez juste de diriger les gens, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme ressources pour les gens qui veulent s'en sortir, qui veulent se sortir de la dépendance à la drogue, de la dépendance à l'alcool, de la dépendance au jeu? Si on faisait un portrait, il y a quoi comme organisme et leur capacité d'accueil, est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, pour nous, au CRD, dans tous nos programmes et services, oui, il y a de l'attente. C'est un service gratuit, hein, où on fait de la thérapie, où il y a de l'aide à l'interne aussi. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on travaille en réduction des méfaits. Donc, en fait, les gens il y a différents objectifs possibles. Donc, il n'y a pas seulement l'abstinence totale et complète. Donc, on peut travailler sur le contrôle de la consommation, on peut travailler sur l'arrêt d'un type de substance, mais pas nécessairement toutes les substances. Donc, mais sinon, il y a différents types d'aides possibles. Il y a des thérapies. On connaît Jean Lapointe, on connaît Pelado, Portage, entre autres. Il y a toutes les ressources de type AA aussi, les réunions, les réseaux d'entraide. Donc, il y a aussi l'organisme Drogue Aide et références qui peut pister les gens à savoir quel type de thérapie là, leur conviendrait le mieux.
Oui. Puis il y en a également pour le jeu, je crois, le même mouvement là, similaire Jean Lapointe le fait pour le jeu. Ah oui? Donc, il couvre pas mal toutes les problématiques à la maison Jean Lapointe, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Eux vont travailler à l'abstinence totale et complète. Oui, c'est ça. Donc, il y en a vraiment pour tous les types de personnes, selon le cheminement qu'ils veulent faire, ça existe. Là. Tout à fait. Et nous, en fait, on peut aussi travailler l'abstinence, mais ça va être selon les objectifs des gens qui viennent nous voir. Oui. Quand vous parlez de la réduction des méfaits, vous voulez dire quoi, juste pour qu'on comprenne bien? En fait, la réduction des méfaits, c'est le fait de travailler pas seulement au niveau de l'abstinence. En fait, c'est d'ouvrir au niveau des objectifs de consommation et de faire en sorte aussi qu'il y ait une plus grande ouverture au niveau des gens qui désirent continuer à consommer. On peut consommer trop, mais on peut vouloir revenir à une consommation contrôlée. OK. Donc, parce qu'on a entendu beaucoup à travers les années, on dit qu'il faut arrêter de boire, il faut arrêter de... Mais si on a un certain contrôle, si on réussit à avoir un contrôle, ça peut être vivable. C'est un peu ça que vous dites? Oui, bien en fait, on le voit avec les pubs aussi, là, des consommations à risque ou moins à risque. Donc, effectivement, nous, on peut travailler d'autres objectifs. Il y a des gens, je vous donne un exemple, il y a des gens qui consomment de la cocaïne, ça leur occasionne énormément de problèmes au niveau des coûts, au niveau de leur santé et tout ça. Par contre, ne veulent pas arrêter nécessairement l'alcool parce qu'ils n'ont pas de problématique avec ça. Oui, c'est ça. Donc si on va en thérapie, on va travailler l'abstinence totale de toutes les substances. Oui. Mais nous, on peut leur offrir le choix de travailler seulement l'arrêt de la cocaïne, puis l'alcool, on peut laisser ça de côté. C'est peut-être plus facile comme ça, vous diriez? Est-ce que ça a fait ses preuves? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de leur objectif, ça dépend de ce qu'ils veulent atteindre. Il y a des usagers qu'on voit qui veulent arrêter tout. Il y a des gens qui veulent arrêter, comme je vous dis, seulement la cocaïne ou seulement l'alcool. Ils veulent continuer à fumer du cannabis de temps en temps. Donc, il y a une panoplie d'objectifs possibles. C'est intéressant, c'est un nouveau discours aussi. On a souvent entendu le même discours, mais c'est un peu différent. Puis d'une certaine façon, ça peut être positif là, pour aider certaines personnes à s'en sortir. C'est bien. Parfait. J'aimerais ça qu'on rappelle, Mme Cardinal, justement, les coordonnées, les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent... est-ce que c'est accessible en tout temps? Est-ce qu'il y a un horaire précis? Si les gens veulent avoir de l'aide, ils peuvent vous rejoindre à quel moment dans la journée? Est-ce que c'est toujours? En fait, c'est du lundi au vendredi, le plus facilement, là, entre 8 h le matin et 9 h le soir, oui. Au numéro 385-1232, dans le 514. C'est là qu'il est plus facile de nous rejoindre. D'abord, d'accord, 514-382? 385-1232. 385-1232. Excellent. Merci beaucoup, Mme Cardinal, d'avoir été des nôtres. Vous êtes agente de planification et de programmation de recherche, en fait, au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne continuité. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, tel qu'annoncé, tu vas nous parler du rire. Le rire, oui. Pourquoi rit-on? Oui, pourquoi rit-on? C'est quoi le rire? Oui, c'est ça. D'où est-ce que ça vient? Et pourtant, on sait que c'est important. Ah oui, ça fait du bien. Pour la santé. Ça stimule le stimuli. Oui, santé mentale et physique, ça fait du bien. Ça dilate la rate, comme on dit. Oui, tout d'abord, je suis allé voir sur le site Science et Avenir. C'est un site français. Et on nous dit que, en fait, c'est la contradiction qui fait rire. Des chercheurs ont constaté que rire d'une blague implique l'activation de nombreuses parties du cerveau. Le cerveau détecte tout d'abord une incompatibilité logique, puis réinterprète la situation. Le sentiment joyeux en découlant naît d'une activité du cerveau qui se différencie clairement des autres sentiments positifs. Oui, puis ça doit avoir eu lieu depuis que l'homme s'est constitué à peu près avec l'allure qu'on a présentement. Oui, c'est vrai, ça vient de très loin. Parce que c'est naturel, de très longtemps, c'est presque involontaire, oui. Le rire, c'est spontané. Oui, vous allez voir tantôt. J'ai regardé aussi sur le site Wikipédia. Wikipédia, c'est pas nécessairement toujours une source
sûr, mais c'est quand même intéressant ce qu'on dit sur le rire. C'est écrit, le rire est un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagnées d'une vocalisation inarticulée plus ou moins brillante. Ces mouvements concernent en premier lieu la musculature respiratoire et le larynx et sont accompagnés d'une mimique provoquée par la contraction de muscles faciaux entraînant notamment l'ouverture de la bouche. D'ailleurs, d'autres mouvements plus ou moins contrôlés peuvent accompagner le rire. Ouais. Ici, on n'explique pas le rire, mais c'est une définition. Si oui, tu veux. il faut aussi dire que le son est variable d'élégance selon les personnes. De personne en personne. Il y en a qui rient fort, il y en a qui rient Ouais, moins c'est fort. Il y en a qui c'est strident Oui. et pas mélodieux. On dit aussi sur Wikipédia que le rire est essentiellement causé par une situation comique ou le chatouillement ou le rire lui-même. C'est-à-dire que quand on entend rire, souvent ça nous porte à rire. Ouais. Paradoxalement, le rire est étroitement lié à son contraire émotionnel, les pleurs, avec qui il peut parfois se retrouver mélangé. C'est vrai qu'on peut pleurer de rire. Ouais. Et il apparaît chez l'être humain aux alentours du 4e ou 5e mois. Ou rire aux larmes aussi. Oui, rire aux larmes. Maintenant, dans un autre article sur le site Est-ce que tu disais au 4e ou 5e mois? Qu'est-ce que tu faisais? C'est chez les jeunes enfants. Ah, OK, à partir du 4e, déjà du 4e mois. Oui. OK, d'accord. Oui, le chatouillement, probablement. Oui, c'est ça, parce qu'avant ça, Oui, parce que si tu chatouilles un tout petit jeune, il va rire. Il va rire à partir de là. Oui. OK. Ensuite, sur le site moonsite.com, on parle de l'origine du rire. Selon la théorie de Rabelais, seul l'homme est capable de rire. Pourtant, plusieurs études montrent que les primates sont les seuls à avoir des agissements presque similaires aux nôtres. L'être humain peut rire lors d'une simple conversation, alors que les chimpanzés ont un comportement enfantin. Ils se chamaillent, se chatouillent et jouent, tel un enfant entre 0 et 6 ans. Et bien que notre rire se ressemble, il est quand même différent. Chez l'homme, il est purement respiratoire, alors que chez les chimpanzés, celui-ci s'exerce au cours de l'inspiration et de l'expiration. Il est donc 2 fois plus rapide. Aviez-vous remarqué ça? Ça rit différemment des chimpanzés. Ouais. J'ai pas fait une thèse de doctorat là-dessus. Je passe pas ma vie aux zoo de Granby, il faut vérifier. Mais apparemment que ça rit 2 fois plus vite. Ouais. Maintenant, ce qu'on dit aussi sur les causes psychologiques du rire. Alimenté par des causes psychologiques, le rire est provoqué par des éléments extérieurs. Son déclenchement chez l'homme dépend de ses expériences personnelles, de sa culture et de son vécu. Il est donc différent pour chaque personne. L'homme rit 12 fois plus en compagnie d'autres personnes, ce qui nous permet d'en déduire que le rire a un rôle social. Dans un film drôle qui marche, on le remarque au cinéma. Et quand on est en groupe, des fois, on est porté à plus rire que seul, effectivement. C'est vrai. Le déclenchement du rire se rapproche de celui de la parole. On peut donc en déduire que le rire est un signal social qui permet le rapprochement entre les gens. C'est un signe d'affection et d'attachement. Le rire a parfois du mal à se déclencher, lors d'un spectacle comique, par exemple. Cependant, lorsque le spectateur rit une fois, il aura tendance à rire plus facilement les fois d'après. C'est pourquoi ce phénomène est communicatif. Reprenons l'exemple d'un spectacle comique. Lors d'une blague, le spectateur ne rit pas forcément, mais les rires des autres personnes vont provoquer le sien. Maintenant, M. Robert Provine est un neurologiste américain spécialiste du rire. Et pour lui, le mimétisme met en jeu 2 circuits de neurones, l'un détectant le rire et l'autre le produisant. Cette épidémie permet de confirmer que le rire est aussi un phénomène contagieux. Lorsqu'une personne entend quelqu'un rire, il est poussé à rire aussi. Oui. Ça arrive quand quelqu'un a fou rire, que le voisin ou les gens autour partent dans un fou rire. C'est difficile de se retenir, oui. Et écoutez, celle-là, une surprenante épidémie s'est déclenchée en 1962 dans un collège religieux de Tanzanie. Des fous rires se déclenchèrent plusieurs jours de suite. Ils duraient parfois 2 semaines. Ce collège a dû fermer. Les élèves contaminèrent leurs familles, puis les villages aux alentours. En 2 ans et demi, 14 écoles furent atteintes. Il aura fallu mettre toute la population en quarantaine pour stopper l'épidémie. Sans la présence d'éléments toxiques, on en conclut que la cause devait être psychologique déclenchée par un mécanisme de synchronisme social.
Alors, on s'arrête là-dessus. Oui, on va poursuivre plus tard à l'émission. Il y avait un long fou rire, je pense, à l'émission aussi de Johnny Carson, tu m'avais dit. Oui, c'est déjà arrivé, oui. On y reviendra peut-être dans l'autre bloc, donc à Folie Douce, le rire. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que j'accueille mon invité, André Turmel. Bonjour, André. Bonjour. Et tu nous parles, en fait, d'Abitibi via téléphone. On t'a reçu il y a quelques années, en novembre 2013, un participant de l'époque des ateliers Folie Douce qu'on avait fait quand tu étais à Montréal, dans un organisme. Maintenant, tu es rendu en Abitibi. Est-ce que ça fait longtemps? Ça fait environ 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Et quand tu nous es quand tu es venu en studio, en fait, c'est suite à nos ateliers de radio qu'on avait fait là-bas, tu es venu en studio, tu nous as parlé de plusieurs enjeux que tu avais, bien sûr la santé mentale, la santé physique, toutes sortes de choses, et tu as évolué depuis ce temps-là. J'aimerais ça, avant de poursuivre actuellement avec toi, pour écouter justement l'extrait de l'époque, qui était en novembre 2013, quand tu es venu en studio avec nous, ça te va? On va écouter ça, puis on revient tout de suite ensemble après sur les ondes de Folie Douce. Mais en général, tu sais, dans la vie, mettons, qu'est-ce que tu trouves difficile à vivre au niveau de la... Tu sais, c'est-tu la médication? C'est-tu ton étiquette? Ben, c'est parce que moi, je suis obésité morbide. OK. Puis là, je suis en attente de me faire opérer pour l'estomac. Oui, pour réduire l'estomac. C'est ça, réduire l'estomac, le bypass qu'il appelle. Oui. Puis là, je suis en démarche, là, c'est avancé. Fait que je me dis qu'après les fêtes, là, ça va être l'opération parce que je suis presque rendu à la fin. Oui. Puis je vais avoir 6 semaines de sevrage au chocolat puis au jus, là. OK. Pour réduire mon foie, parce que s'il rouvre là, ouais. Je peux tomber sur la table d'opération. Ah oui, OK. Fait que faut qu'il fasse maigrir le foie avec comme un milkshake au chocolat à vanille puis au chaud. Je vais être 6 semaines à boire ça avant l'opération. Ouais. Ah ouais. Puis après ça, je vais être 3 mois sans manger de viande, mais petit à petit, je vais être capable. Je vais pouvoir manger des légumes, ces affaires-là. Mais trouves-tu que ce problème-là physique affecte ta santé mentale? Oui, ça peut affecter parce que des fois, je mangeais mes émotions. Hein. Ouais. J'ai mangé beaucoup mes émotions. Fait que ça a joué sur le caractère. Puis j'étais un gars que j'aimais la vie. Puis on dirait que quand j'étais adolescent, tu te fous de ça. Tu manges. Puis moi, j'ai arrêté de jouer au hockey pour le baseball, mes affaires-là. OK, t'étais fait que je me suis pris là-dessus. Puis je mangeais de la pizza à moi tout seul, des 2 clubs à moi tout seul. Puis ma mère disait, André, arrête, là, tu vas te défoncer l'estomac. Ouais. Mais non, quand tu es adolescent, t'écoutes pas. Ouais. Aujourd'hui, je ça, c'est une entrevue qu'on a fait ensemble, André, en novembre 2013. Maintenant, très, très important, écoute bien, là, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'était bon, les milkshakes? Oui. Oui, c'était bon. Est-ce que tu as subi l'opération, finalement? Oui, j'ai subi l'opération en novembre 2015. Oui. Et juste avant l'opération, moi, j'étais supposé de me faire, la première fois, me faire opérer, mais j'avais pas les moyens parce que je suis sur l'aide sociale. Puis j'avais pas les moyens parce que la médication qu'ils donnent avant l'opération, c'est pas payé par le gouvernement. Il faut que tu payes ça par toi-même. Puis là, c'est $600. Puis j'avais pas l'argent puis tout ça. Fait que quand je suis arrivé pour la journée de l'opération, ils ont refusé parce que j'avais pas pu faire mon opération parce que j'avais pas suivi le direction, tout ça. Puis là, je suis arrivé, puis ils m'ont rappelé à peu près, je pense, c'est à peu près 3 semaines après. Puis quand ils m'ont rappelé, ils ont dit, André, on a une nouvelle expérience pour toi. C'est une chose avec de la poudre. C'est un nouveau produit avec de la poudre. Puis, je suis arrivé, puis ils m'ont dit, c'est une nouvelle compagnie, puis on veut l'essayer. Et on veut que ça soit toi qui l'essayes, c'est toi qui vas l'essayer pour la première fois. Puis ça va être gratuit. Parce que c'est un essai. Fait que j'ai fait ça pendant 6 semaines. J'ai pris, c'était comme j'avais dit, du milkshake au chocolat, aux fraises, puis à la vanille. Et j'ai pris ça pendant 6 semaines, 4 fois par jour. J'avais le matin, le midi, le soir, puis le coucher. Puis j'avais un repas que je pouvais prendre au souper, mais c'était des légumes. J'avais pas le droit de prendre d'autre chose que ça. Puis j'ai pris ça pendant 6 semaines, sans arrêter. C'était pas mal long. J'ai trouvé ça long, mais je l'ai fait, puis
je me dis que, regarde, juste avec ça, j'ai mangé de 35 livres pendant 6 semaines. Et ensuite, après l'opération, est-ce que ça fait quand même une différence au niveau de ton physique? Ben oui, parce que j'étais à 400 livres, puis là, je suis rendu... là, j'ai mangé de 170 livres. Ah, quand même, c'est excellent. Parce qu'à l'époque, tu nous as dit, c'est ça, il y avait le côté physique, bien sûr, mais il y avait le côté santé mentale, parce que on s'est connus quand tu fréquentais un organisme qui s'occupe justement de personnes, d'aider des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais ton problème a toujours été, tu semblais toujours quand même en bonne forme. Je pense que tu avais quand même un... Oui, mais c'est parce que, comme je te disais, le caractère, il jouait là-dessus, hein. Ouais. Puis moi, je suis bipolaire, puis tout ça. Puis ça affectait beaucoup ma santé. Puis, tu sais, on dit d'une manière, je m'aimais peut-être pas. Puis si je m'aimais pas, j'étais... D'une manière, je le montrais aux autres avec ma bipolarité qui était de me fâcher puis de crier après le monde puis tout ça. Ouais. Puis je dis pas que ça guérit totalement, mais depuis que je suis ici avec ma femme, ça va changer pas mal. C'est un milieu qui est plus calme qu'à Montréal. Toi, tu as toujours été citadin, mais tu as décidé d'aller vivre en Abitibi. Fait que moi, j'ai toujours aimé la campagne, tout ça. Puis, ça faisait, moi puis elle, ça faisait 7 ans qu'on se connaissait. On s'est connus sur un réseau social qui est Facebook. Puis ils disent de pas utiliser les réseaux sociaux pour tomber en amour, tout ça, mais ça dépend des choses. Puis elle, elle est venue me chercher, puis elle est venue me demander d'être amie avec elle, puis tout ça. Ouais. Puis on a appris à se connaître. Elle était mariée, mais moi, je voulais pas aller plus loin avec elle parce que je voulais pas briser son couple, puis tout. Ouais. Mais elle a eu des problèmes avec son ex. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est des problèmes de violence, puis de boisson, puis tout ça. Puis là, je suis arrivé, puis quand elle s'est séparée, puis moi, après ça, je suis arrivé ici au mois de juillet l'année passée, un an et demi. Ouais. Puis là, depuis que j'étais avec elle, ça va super bien. Ouais. Puis je suis en Abitibi. Je dis, moi, regarde, il n'y a rien qui me retient à Montréal. Je dis, toi, t'as ta famille là-bas, puis tout ça. Je dis, moi, regarde, je peux aller te rejoindre, puis on va être ensemble, puis tout ça. Puis au niveau santé mentale, c'est ça, est-ce que tu trouves que à la fois l'opération et le milieu de vie qui est plus probablement chaleureux puis pas plus pareil, l'air n'est pas pareil. Ouais. Le stress, il n'y a pas de stress comme à Montréal. Montréal, tu sais comme moi quand on est à Montréal, le monde sont stressés. Ouais. La construction, toutes sortes d'affaires, les rendez-vous puis tout ça. OK, je ne dis pas que j'en ai pas des rendez-vous aussi, mais je veux dire, c'est moins stressant, il y a moins de trafic. L'air est mieux. Je ne dis pas que l'air est peu, parce que c'est de l'air pareil du Québec puis tout, mais l'air est un petit peu mieux, puis c'est la campagne, puis c'est calme, puis c'est super le fun. Moi, j'ai toujours aimé ça. Puis tu me demanderais de retourner à Montréal demain matin, je ne retournerai pas. Ouais. Puis est-ce que niveau, dirais-tu que ta santé mentale, justement, s'est beaucoup améliorée? Oui, ça s'est amélioré. Puis là, moi, ici, je suis en attente d'un médecin de famille parce que c'est pas évident d'avoir un médecin quand tu n'as pas. J'ai fait la demande. Puis là, j'attends pour avoir un médecin de famille. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, je vais aller au CLSC ou à la clinique, puis ou quelque chose de même. Puis ils me rendent service. Puis ils peuvent te dépanner. Il n'y a pas de problème de ça en attendant un médecin de famille. Mais oui, ça a changé. Oui. Est-ce que tu as des projets, André, justement, pour la suite? Parce que je sais pas comment tu voyais ta vie. Je me souviens que quand tu es venu en studio, puis tu disais, moi, je veux l'opération parce que je sais que ça va être bien pour moi. Puis moi, j'étais convaincu que ça allait fonctionner parce que tu avais l'air vraiment décidé et tu disais, je veux le faire. Donc, on me fait pas subir ça. Je veux faire cette opération-là. Un premier pas, en fait, pour mieux se sentir à tous les niveaux. Oui, moi, je suis bien content de l'avoir fait. Sauf la seule affaire qui me rend triste, c'est que là, depuis que je suis opéré, depuis 2015, j'ai demandé ici pour me faire opérer pour le surplus de peau, parce que mon médecin m'avait dit attends 2 ans au moins pour te faire opérer pour ton surplus de peau. Ouais. Mais ici, ils veulent pas parce que ça prend au moins 200 livres. OK. Parce qu'ils ont peur qu'il arrive de quoi à mon âge, puis tout ça. Fait que c'est ça qui me déçoit un peu. Mais je veux dire, c'est sûr que je me sens mieux. Puis
Je prends les marches avec ma femme, pas toujours, parce que des fois, là, je fais de l'arthrite aux jambes, puis de l'arthrose, mais quand je suis capable, puis il fait beau, puis on est bien, on prend les marches ensemble, puis on sort, puis j'ai 2 magnifiques chiens aussi, fait que ça nous fait sortir aussi, ça. Il y a 2017, j'ai mis la main à ma femme, et on va se marier en 2017. Excellent, c'est excellent, c'est vraiment bien. Est-ce que tu as des projets? Comment tu vois ton avenir, en fait? C'est ce que tu vois continuer en Abitibi? Comment tu vois ça? Parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'étais bien ordinaire, j'étais comme les autres, tout ça. J'étais encore ordinaire pareil, mais ma femme, c'est une femme qui est chrétienne. Oui. Elle va à l'église chrétienne. Pas l'église catholique, mais l'église chrétienne. Puis j'étais là, puis j'allais pas avec une attente précise. Mais il y a un pasteur qui est arrivé là, puis il est arrivé, il a parlé, puis je ne sais pas, il s'est passé un petit déclic. Puis là, j'ai dit, regarde, j'ai dit, on va y retourner, tout ça. Puis ce pasteur-là, il est venu me chercher. Par moi-même, je veux dire, c'est une manière de parler, là. Il est venu me chercher par ses paroles. Oui. Puis j'ai avancé vers le Seigneur, puis tout ça. Puis là, ça fait, comme je t'ai dit, à peu près, disons, 1 an, pas 1 an et demi exactement, là, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais ça fait pas 1 an et demi que j'étais avec l'Église, mais je veux dire, au moins 1 an, là, quand j'étais avec l'Église, puis ça va super bien, je suis bien content, puis j'ai été à Val-d'Or l'été passé, c'était juste une réunion pour les hommes seulement avec un autre pasteur de Toronto, qui appelle. Puis il s'est passé un gros déclic là, je sais pas. Tu sais, quand ils disent qu'ils viennent te chercher le mauvais en dedans, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, le gars en avant de moi, il est tombé à terre par ses paroles au monsieur et tout ça. Puis moi, j'ai pleuré, puis ça m'a vidé le cœur, puis ça m'a rapproché du Seigneur. Puis depuis le temps, moi puis ma femme, à tous les dimanches, on va à l'église chrétienne. Puis on s'entend bien avec le pasteur, tout va bien. On aime ça, puis moi, je suis heureux. Là, je me sens à vie, je me sens aimé, premièrement, parce qu'elle m'aime pour qu'est-ce que je suis. Ouais. Puis j'y aide beaucoup. Je suis toujours là pour elle. Quand elle a besoin d'aide, je suis là. Puis je dis pas que c'est l'amour total, parce que je veux dire, il y a des petits conflits de temps en temps. Ça peut arriver, des petits conflits entre couples, là. Mais à part de ça, je veux dire, on s'entend bien, puis ça va super bien, puis je me sens super heureux, puis je me sens apprécié à ma juste valeur. C'est ça, c'est important. C'est excellent. André, c'est toujours intéressant de te parler. C'est déjà presque tout le temps qu'on a. Ça passe extrêmement vite. Mais je suis heureux que ça puisse, que ta vie continue d'évoluer dans le bon sens. Alors, j'espère qu'on va se donner des nouvelles. Puis j'espère que ta passion de la radio demeure aussi. Ah, moi, j'ai toujours aimé ça. Mais là, j'en fais plus de radio parce que ça me dit plus, parce que j'ai d'autres choses que je veux me préoccuper, parce que là, comme je disais, je m'occupe pour le mariage avec ma femme et tout ça. Ouais. Puis ma vie avec les animaux qu'on a, parce que là, j'ai rendu avec 2 chiens, un chat, un hamster. Fait que ça nous tient occupés. C'est comme nos bébés, puis ça nous tient occupés, puis on les aime beaucoup. Ouais. Fait que, regarde, j'ai une autre passion, puis c'est d'être m'occuper de ma famille, puis... Excellent. Merci beaucoup, André, d'avoir été des nôtres, puis bonne continuité. C'est encourageant à écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis j'espère vous revoir bientôt, puis de vous reparler. Oui, à la prochaine. Merci. Merci. Bye-bye. Bye-bye. C'était donc André Turmel qui nous a parlé donc d'Abitibi à l'émission Folie douce. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Deuxième partie du sujet entamé plus tôt, Pierre Laporte et Ghislain Malo, le rire, donc dans l'Espresso allongé cette fois-ci. Oui, pourquoi rit-on? D'où est-ce que ça vient? Effectivement. Il y a quelque chose de thérapeutique, c'est qu'un grand fou rire, ça déstresse. Oui, ça, c'est ça fait du bien, c'est ça, effectivement. Je voulais quelques passages d'un article sur Internet sur le site français Atlantico. On nous dit en 2005, des chercheurs américains montraient que le rire permettait de brûler des calories.
Et on nous dit, ne riez pas, ce n'est pas une blague. Ils expliquaient que rigoler pendant 10 à 15 minutes par jour éliminait l'équivalent des calories contenues dans un carré de chocolat. Ah. Et en septembre 2011, des psychologues de l'Université d'Oxford arrivent à la conclusion que le rire peut réduire la douleur. Oui, c'est sûr. Des gens disent des fois qu'ils se sont aidés en guérissant pour leur cancer en regardant des films drôles. Ouais. Le rire, oui, c'est... Ça guérit pas au complet, non. Mais ça atténue la peur. Le chercheur Robin Dunbar explique en effet que l'action du rire favorise la sécrétion d'endorphines, nos morphines naturelles qui entraînent une sensation de bien-être. Mais ça ne répond pas à la question vraiment importante. Pourquoi rit-on? Les scientifiques, les psychologues et beaucoup d'autres se sont penchés sur la question et les théories abondent. Mais soyez prévenus, chercher à comprendre l'origine du rire revient à s'intéresser au fondement même de la nature humaine. C'est que dès le plus jeune âge et avant même la parole, le rire est un moyen de communiquer avec les autres. Pour tenter de comprendre ce phénomène, il est important de savoir d'où vient le rire et pas uniquement ce qui le provoque. C'est au cœur du cerveau que se cache la réponse. La partie qui contrôle le rire se trouve dans le sous-cortical, les régions du cerveau situées anatomiquement en dessous de la couche du cortex cérébral. Là, on est un peu technique, là. Mais on te suit. Ça, c'est la mécanique. Là, oui, mais on te suit encore. OK. Alors, ces parties du cerveau responsables des comportements primaires de l'être humain, comme la respiration ou le contrôle des réflexes basiques, sont très anciennes en ce qui concerne le développement de l'évolution. Cela signifie en fait que les mécanismes qui contrôlent le rire se situent loin des régions du cerveau qui se sont développées plus tard et qui gèrent les fonctions qu'on dit supérieures, comme la mémoire ou le langage. Et voilà donc pourquoi il est parfois impossible de retenir un rire lorsqu'on le devrait. Dès le moment où le rire est profondément implanté dans notre cerveau, les régions qui s'occupent des fonctions supérieures ont du mal à intervenir. C'est vrai qu'on a de la misère à s'empêcher de rire. Oui, hein, ça arrive souvent dans la vie. Et l'inverse est vrai. Le rire sur demande sonne toujours faux. Nous savons donc maintenant d'où vient précisément le rire. Oui, comme j'aime pas beaucoup les gens qui font de la rigolothérapie. Tu sais, tu ris de force dans un bureau. Ouais. J'aimerais mieux que quelqu'un me conte une bonne blague, que je pars à rire naturellement, que me forcer à rire. Et que dire du rire en canne, certaines émissions de télé qui supposément te font rire. Oui. Mais est-ce que ça faisait rire les gens? Je ne sais pas. Je suis pas certain. Je peux pas dire certifié. Mais la question principale demeure. Pourquoi l'homme rit? Monsieur Matthew Hurley, qui est diplômé en sciences cognitives, a une explication. Il part de l'idée que le cerveau humain donne un sens à la vie quotidienne grâce à un nombre infini d'hypothèses basées sur des informations incomplètes, ce qui permet à l'homme de mieux comprendre l'autre et de rationaliser ses décisions. Ouais. Oui, l'humour, c'est une forme d'agressivité soft, parce que souvent, comme on dit, des spectacles d'humoristes, c'est ventiler des problèmes de société pour permettre aux gens d'évacuer puis de rire. Oui, il y a l'humour noir aussi. Oui. Mais bien évidemment, on nous dit que les erreurs sont inévitables. Le sentiment de joie servirait de petite récompense et impulsion pour corriger ces erreurs du cerveau. Le sens de l'humour et le rire serait donc une sorte de leurre qui permettrait au cerveau de rester en éveil sur les différences entre les hypothèses qu'il crée lui-même et la réalité. C'est un peu dur à suivre, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Le contexte social est également très important sur le rire. Le rire passe désormais souvent par des situations quelque peu désagréables. C'est qu'aujourd'hui, l'humour noir, mais aussi l'ironie domine souvent le champ de la blague. Oui, le sarcasme. Oui, et lorsque ce n'est pas le cas, car beaucoup commencent à se lasser de ce type d'humour. Ce sont les LOL, tu sais, les LOL qu'on voit sur Internet, par exemple. Qui veut dire laughed out loud. Oui. Là. Alors, c'est ça qui prend le pas, à tel point que le mot LOL est entré dans le dictionnaire de la langue anglaise en 2011. Et si demain, l'expression remplaçait vraiment le rire, où
tristesse et fin du rire. Fin de l'article. Oui. Ben, merci, c'est un super bon sujet. Il reste quelques secondes. Il y a eu des grands fous rires. On parlait tantôt à Johnny Carson, entre autres. Oui. Il y a eu, on a 10 secondes. Là, oui, il y avait un homme, on n'aura pas le temps de raconter la blague, mais un vieil acteur qui avait raconté une blague de pêche et de vers de terre, mais j'aurais aimé vous la raconter, mais j'aurais pas le temps. Mais le rire avait duré 8 minutes. 8 minutes, et ça détient le record. Ça, c'était au début des années 70. Oui, si vous faites une recherche, ça peut se trouver aussi. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet, le rire. Merci, Ghislain. Merci. De ta participation. Demeurez des nôtres à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous allons conclure cette émission avec la nomenclature des chansons. Je te l'aime à l'eau, donc le choix musical que vous avez fait, Pierre et toi. On a commencé en début d'émission avec No Stress. Oui, du rappeur Blacko. Oui, c'est un Québécois, ça? Non, c'est un Français. Français, d'accord. On a écouté Watching from a Rooftop. Du groupe de Franklin Electric. Dans la deuxième demi, on a pu entendre À contre-cœur. De Élie et Papillon. Et à l'instant, Croire en ma chance. De Nicolas Michaud. Voilà, ça s'écrit avec un X dans son cas. Oui, c'est un Belge. Merci beaucoup, Ghislain, pour votre choix musical. Merci pour la recherche également, Ghislain. Merci, Pierre, pour la mise en onde. Merci. Et en passant, je me suis rappelé le nom du vieil acteur qui avait raconté la fameuse blague de pêche. Oui. Son nom, c'est Burt Mustin. Et il y avait plus de 90 ans en ce moment-là. Et on le rappelle, ça avait duré comme 8 minutes à Johnny Carson de fou rire. Oui, les gens peuvent taper le nom Burt Mustin sur l'Internet, puis on parle de cet événement-là, si tu veux. Il y a beaucoup d'événements comme ça et des fous rires. C'est toujours intéressant. Le rire fait du bien jusqu'à un certain point, même à ce niveau-là. Merci beaucoup, Pierre, pour ton sujet, justement, sur le rire dans les deux espressos. Je remercie notre invitée, Myriam Cardinal, en début d'émission, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Je remercie notre invité, André Turmel, qui a pu nous partager son vécu, qui est avec nous en début de deuxième demi. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Bop